très heureux de vous retrouver. On est ensemble, vous le savez, pendant une demi-heure, 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants dans ce School TV, le MAC. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Aujourd'hui, on se met en mode de mission, orientation, profession, architecte, un métier où la passion compte, vous allez le voir bien évidemment, mais parfois un peu méconnu. Irina Capron vous dit tout, elle sort sa loupe dans un instant. Quelles sont les filières pour devenir architecte? Quelles études et surtout pour quels débouchés? Les réponses dans un instant avec nos invités. Enfin, à quoi va ressembler l'architecte du 21e siècle, quelles évolutions et surtout avec quels outils, quel rôle peut jouer le numérique. On en parle avec Nikhil Kalas. Bonjour Nikhil. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte associé de l'agence d'architecture FAIRE, F-A-I-R-E, je précise, menuisier, et vous enseignez où? À Autographe, une école d'architecture d'intérieur et de design dans le 20e arrondissement à Paris. À Paris, dans le 20e. On est également avec Caroline Lecourtois. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Bonjour. Directrice générale de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Merci. Et puis on est également avec Solène Leray, qui est étudiante dans cette école en architecture. Et vous êtes en troisième année, c'est ça? Exactement. Merci Solène. On parle dans quelques instants, juste après la loupe. Oula, j'ai failli riper. La loupe, c'est avec notre ami. Bonjour. Bonjour. C'est parti. Salut Irina Capron. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Ça va super bien. Je suis content, on parle des architectes. C'était un dream job, mais rapidement j'ai compris que c'était pas pour moi. Oui. Vous voulez savoir en quoi ça consiste un peu? Oui, j'aimerais bien. Oui. Alors, les principales missions de l'architecte sont de concevoir et de coordonner la réalisation de maisons, d'immeubles ou encore de bâtiments publics. C'est l'architecte qui va étudier la faisabilité du projet, le créer, le faire valider et qui va ensuite assurer la conduite des travaux jusqu'à la fin. Un architecte peut travailler pour un particulier, pour une société de construction immobilière ou encore pour une collectivité territoriale. C'est-à-dire que j'avais le coup de crayon. En fait, non, j'avais pas le coup de crayon, mais j'avais des idées. Mais il paraît que c'est le plus important, c'était déjà bien. Déjà bien. C'est pas grave. Quelle est la situation des architectes en France? Alors, tous les 2 ans, le Conseil national de l'ordre des architectes réalise avec Archigraphie une analyse et un portrait des architectes en France. Alors, selon leur étude, la crise sanitaire a durement impacté le marché du bâtiment, provoquant une baisse de 15% de l'activité entre 2019 et 2020. Il y a eu également une forte chute de la construction de bâtiments neufs, mais l'activité économique des architectes s'est plutôt bien maintenue. Alors, la rénovation des bâtiments est devenue aujourd'hui une urgence pour répondre aux défis de la sobriété énergétique. En 2020, près de 9 architectes sur 10 ont réalisé des missions de rénovation. Alors aujourd'hui, il y a un peu moins de 30 000 architectes en France. Les jeunes préfèrent travailler en société qu'en situation libérale. Et l'étude souligne également la répartition inégale de cette profession sur le territoire. Alors la Creuse, la Haute-Marne, la Nièvre, la Meuse ou encore l'Indre font partie des 15 départements ayant le moins d'architectes et où l'âge des architectes est le plus élevé. On devient comment architecte? Alors pour devenir architecte, vous devez obtenir un diplôme Bac+5. Alors vous devez obtenir le diplôme d'état d'architecte. La formation est dispensée dans une vingtaine d'écoles nationales supérieures d'architectes en France. Vous pouvez également obtenir le diplôme de l'école spéciale d'architecture de Paris ou le diplôme d'architecte de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. Alors toutes ces formations offrent un diplôme de licence en fin de 3e année, le DEA, le diplôme d'études en architecture, qui permet d'exercer le métier d'employé en agence et en bureau d'études. Le Bac+5 permet véritablement d'exercer le métier d'architecte salarié. Si vous voulez exercer en libéral et vous inscrire à l'ordre des architectes, il faut poursuivre vos études d'1 an pour obtenir l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Irina, les écoles d'architecture sont en détresse un petit peu partout en France? Exactement. Plusieurs écoles nationales supérieures de l'architecture ont créé un mouvement depuis février intitulé l'ENSA en lutte. Alors les étudiants font grève et dénoncent les manques de moyens alloués par le ministère de la Culture à leur filière. L'ENSA Normandie, par exemple, s'est retrouvée dans l'incapacité d'assurer le second semestre en raison du manque de moyens. Sans réaction, le fonctionnement de l'école ne pourra plus être assuré en 2024. Et à Grenoble, les étudiants sont obligés de suivre les cours avec des parapluies car le plafond de l'amphithéâtre n'est plus étanche. Merci Irina, c'est parti, l'expression orale. L'expression orale avec nos invités, Nikhil Kalas, qui est architecte associé de l'agence d'architecture FAIRE, avec Solène Leray, qui est étudiante en architecture, et avec Caroline Lecourtois, qui est directrice générale de l'École nationale supérieure de l'architecture de Paris-la-Villette. On va commencer avec vous, Caroline, avec peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Irina il y a quelques instants. J'ai l'impression que c'est pas nouveau cette situation dans les écoles d'architecture, que ça fait un bon moment, bon nombre d'années que vous tirez la sonnette d'alarme. Quel est votre sentiment ?
Alors oui, c'est vrai que nous sommes des écoles d'architecture dépendantes du ministère de la Culture et ça fait en fait depuis 2018 que nous tirons la sonnette d'alarme puisque la réforme a été mise en place et on avait déjà indiqué au ministère que les moyens en face n'étaient pas suffisants pour que l'on puisse bénéficier d'un système qui soit confortable pour les étudiants et pour nous-mêmes, les agents administratifs et les enseignants. Ceci dit, c'est la première fois que les étudiants se manifestent de cette manière. Alors, la précarité étudiante a été mise au centre même de ces préoccupations et la ministre nous a envoyé un courrier vendredi pour nous informer qu'elle mettait en place des mesures immédiates pour nous permettre de mieux fonctionner, en tout cas dans l'immédiat. Des mesures à la hauteur, vous avez le sentiment que ces derniers temps, 3 ans tout de même, 5 ans, pardon, il y a quand même un manque de reconnaissance? Alors, des choses ont été faites depuis 2018. Évidemment, les choses ont été prises en considération, notamment pour faire évoluer les statuts des enseignants-chercheurs et puis faire évoluer aussi les salaires des enseignants contractuels. Ça prend du temps, donc évidemment, on n'est pas encore arrivé au bout de nos espérances, mais nous sommes en train de construire collectivement des choses pour qu'on puisse bénéficier finalement de nouvelles mesures et puis travailler sur une nouvelle stratégie nationale pour l'architecture, puisque la stratégie actuelle date de 2015 et qu'il est nécessaire aujourd'hui d'en faire un bilan pour pouvoir la faire évoluer avec les étudiants aussi, qui ont des idées sur l'avenir. Et puis, on sait que le métier d'architecte, enfin la profession d'architecte plutôt, et les métiers de l'architecture sont en pleine évolution en ce moment avec la transition numérique, la transition écologique et puis la nécessité d'intervenir dans l'existant, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, ces éléments sont pris en considération à la fois dans la formation, mais il nous faut encore poursuivre nos efforts pour qu'on soit encore plus efficace, à l'avenir dans les milieux socio-professionnels. Et c'est vrai que du côté de l'école d'architecture de Paris-la-Villette, de manière spécifique, ça fait 20 ans que nous espérons relocaliser notre établissement, puisque nous sommes situés dans le 19e arrondissement et nous bénéficions aujourd'hui de 10 000 m² pour 2216 étudiants, ce qui est insuffisant pour pouvoir déployer aussi des formations adaptées, des nouvelles formations, aussi la formation continue, la formation professionnalisante et des formations en alternance. Et donc, les annonces de la semaine dernière de la ministre nous encouragent à poursuivre nos efforts puisqu'elle a placé comme prioritaire ce projet de relocalisation pour l'ENSA-PLV. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'y avoir été. C'est vrai que c'est sympa, c'est cosy, mais c'est vrai que c'est tout petit au vu du nombre d'élèves. C'est vrai qu'il faut un petit peu pousser les murs. On a quand même le sentiment. Quel est votre sentiment, Solène Leray? On va pas faire bien évidemment toute l'émission là-dessus, mais c'est important de voir les étudiants architectes dans la rue. C'est quand même pas si courant que ça. C'est important pour nous de nous mobiliser aussi en accord avec le corps enseignant et les personnels administratifs qui sont également touchés par cette crise et par cette manque de considération de la part du ministère de la Culture par rapport à nos études. On se mobilise de manière très très forte parce qu'on comprend enfin que c'est les étudiants qui font bouger le plus rapidement les choses. En 2 mois à peine de mobilisation, on a obtenu un plan d'urgence. Certes, c'est une aide pour l'instant qui ne va arriver qu'une seule fois, mais on continuera notre engagement et notre mobilisation pour espérer avoir, comme l'a dit Madame Le Courtois, un plan d'avenir, une nouvelle stratégie pour l'architecture pour les décennies à venir. Quel est votre sentiment sur la situation? Bon, vous êtes archi depuis un certain moment. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, il y avait déjà certains mouvements qu'on parlait du manque de moyens, notamment effectivement concernant les études d'architecture. Oui, on en parlait déjà, moins fort, vraiment moins fort. Je pense que le mouvement qui est vraiment aggravé aujourd'hui, je pense que ça s'est aggravé et je pense aussi que les étudiants et les étudiantes prennent part beaucoup plus politiquement au problème. Et ça, on en parle et je trouve que c'est très important qu'ils le fassent. Est-ce qu'il y a une voie royale pour devenir architecte? Non, je ne pense pas qu'il y ait de voie royale. Il y a une voie, on a un ordre des architectes, donc pour être architecte, il faut être inscrit à l'ordre des architectes. Je ne pense pas qu'il y ait de voie royale. Et aussi, avant d'oublier, dans le mouvement ENSA en lutte, il y a aussi la question des doctorants et des rémunérations des doctorants, où on a beaucoup de doctorants aujourd'hui en architecture, en urbanisme, qui sont rémunérés moins que le SMIC. Ce qui est une vraie question, et ça, c'est en train d'être
questionné pour être valorisé aussi, pour être au moins des rémunérations légales. Solène, qu'est-ce qui vous donne envie de devenir architecte ? Le fait que c'est une profession qui quand même touche à beaucoup de choses. Ça touche à la fois aux sciences dures de la construction, aux sciences humaines et à la place qu'a l'architecture dans le bien-être des habitants. Et le fait que dans nos études, on ait aussi la possibilité de travailler sur les arts, sur les langues étrangères et sur la théorie de l'architecture. C'est quoi être architecte ? Caroline, on ne se rend pas compte peut-être avant d'avoir baigné, d'avoir fait un premier stage et d'avoir commencé ses études, mais c'est un métier ô combien complet. Ah oui. Alors, on parle de métier, on parle de profession. Nous, on aime bien faire la distinction entre la profession d'architecte et les métiers de l'architecture, puisque nos formations mènent alors prioritairement au métier d'architecte HMONP, habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, mais pas seulement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 65 000 diplômés des écoles d'architecture sur le marché et que seulement 30 000 sont inscrits à l'ordre. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 35 000 diplômés qui occupent des métiers autres, d'architecture néanmoins, mais qui ne sont pas recensés dans les métiers reconnus par l'ordre des architectes. Alors, il y a des architectes qui deviennent assistants à la maîtrise d'ouvrage, il y en a certains autres qui continuent leurs études pour se spécialiser dans des domaines comme le paysage ou bien l'aménagement du territoire ou encore le journalisme de l'architecture, ça aussi ça existe. Et puis on a des professions, on a des métiers qui relèvent aussi de la fonction publique, les architectes urbanistes de l'État. En gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est une profession qui se constitue d'une diversité de métiers qu'on est en train d'ailleurs d'interroger de manière plus spécifique, puisque nous sommes en train de mener un programme qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir pour l'architecture, pour essayer justement d'y voir plus clair sur la manière dont nos diplômés aujourd'hui occupent cette profession dans une diversité de milieux socio-professionnels, en déployant des compétences nécessaires pour finalement permettre que l'architecture participe à l'évolution de notre société dans différents domaines. Solène Leray, est-ce que être architecte, c'est encore un petit côté élitiste aujourd'hui ? C'est compliqué de répondre à ça, puisque comme on l'a vu, on n'a pas une vision sur l'ensemble de la profession. Il y a quand même certaines branches de la profession qui sont très précaires. On peut prendre l'exemple des doctorants, et le fait même de faire des études en architecture, c'est pas forcément malheureusement accessible à tous. On a une charge de travail assez conséquente, ce qui nous permet pas forcément d'avoir un emploi à côté. Donc c'est encore une branche qui certes tente à se diversifier, à s'offrir à tous, mais ça reste complexe. Est-ce que c'est à la portée de tous ou pas, ce métier ? À la portée de tous, difficile de répondre à ça. En tout cas, je pense qu'il faut avoir une envie vers l'autre et vers la société. Enfin, en tout cas, moi, j'imagine le métier d'architecte ou les métiers autour de l'architecture qui nous amènent un vrai bagage culturel qui est tourné vers l'autre, vers les autres. Et ça, je pense que c'est une compétence importante. Après, par exemple, il ne faut pas forcément avoir fait d'études scientifiques. C'est tout à fait accessible à des études littéraires. Ouais. C'est pas du tout. Le sentiment qu'il faut être un peu bon partout. Comment ? Il faut être un peu bon partout, j'ai le sentiment. En culture de l'art, moi, j'étais pas un peu de maths. Moi, j'étais pas super fort au lycée, par exemple. J'ai pu entrer à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et ça s'est très bien passé. Donc, le concours n'est pas relevé. J'avais le sentiment quand même que le concours, il fallait quand même pas mal bosser, non ? Ah oui, il y avait une grosse sélection. Il faut beaucoup travailler, mais disons que ça peut être un travail, en tout cas le système de concours qu'il y avait autrefois, c'était un travail ponctuel pour le concours, qui, voilà, si on n'avait pas été très fort au collège ou au lycée, etc., ça ne nous empêchait pas de rentrer. Je pense que les choses ont un peu changé maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Irina. Oui, justement, Caroline Lecourtois, est-ce qu'il faut forcément sortir d'un bac général pour entrer à l'ENSA, ou d'autres profils, comme les bacs pro, sont acceptés ? Ah oui, alors la formation à l'architecture est ouverte à une diversité de spécialités du baccalauréat aujourd'hui. Nous essayons justement de permettre à des élèves sortant de bac professionnel, de bac technologique ou même de formation antérieure de pénétrer dans nos écoles pour pouvoir bénéficier de nos formations. Alors le problème qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt le manque de place. Il faut savoir que là, nous sommes actuellement en plein dans Parcoursup. Nous avons reçu à l'ENSA
NSAPLV 2989 dossiers pour 170 places. Donc, nous ne pourrons évidemment pas accueillir tout le monde, et c'est le cas dans toutes les écoles, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de demandes que de places dans nos écoles, parce que nous souffrons d'espace, tout simplement, pour accueillir les gens. Nous avons souvent des très très bons dossiers qu'on ne peut pas finalement, et on ne peut pas finalement accueillir les candidats faute de place. Voilà, donc la sélection, elle se fait plutôt à ce niveau-là que sur la qualité des candidats. Et ce qu'on essaye de faire, en tout cas l'NSAPLV de manière spécifique, c'est de mettre en place des quotas pour permettre de constituer des promotions mixtes avec des candidats et des étudiants qui proviennent de milieux différents pour qu'ils puissent s'enrichir aussi au sein de leur formation de manière mutuelle. Niki, quelle est la part de stage dans les études? J'imagine que les stages sont ô combien importants? Alors les stages sont très importants. À mon avis, en tout cas à mon époque, il y en avait trop peu. C'est-à-dire qu'on avait un stage chantier qui durait 2 semaines durant la licence et un stage de master obligatoire qui durait 1 ou 2 mois, il me semble. D'accord. Donc, à mon avis, en tout cas, quasiment, c'était un peu trop peu de stages. Après, ce qui est compliqué, c'est sûr, c'est que dans les 5 ans, dans le premier bloc de 5 ans d'études, licence et master, on a énormément d'enseignements à faire rentrer dedans. Et ça pose une vraie difficulté aussi sur le temps qui peut être alloué au stage, à vérifier comment est-ce qu'on s'insère dans le milieu professionnel. Quelle est l'importance des stages, d'après vous, Solène? Et est-ce que vous en avez déjà fait durant votre cursus? Vous êtes en 3e année, c'est ça, En 3e année, oui, du coup, moi, j'ai pu effectuer les 2 stages obligatoires de licence, donc 2 fois 2 semaines, un de chantier. Donc, moi, j'ai fait sur un chantier bénévole de restauration du patrimoine et un autre en agence, non pas d'architecte, mais d'urbaniste paysagiste. Et c'est vraiment... Dans nos études, le stage est vraiment quelque chose de très important car ça nous permet à la fois de voir la réalité du métier, de parler avec des professionnels et également de commencer à nous orienter vers telle ou telle manière de pratiquer l'architecture, tel ou tel métier de l'architecture. Certains, à la suite de leur stage en agence, décident que ce n'est pas pour eux et préfèrent s'orienter vers plutôt de la recherche ou une autre filière de l'architecture en lien avec l'urbanisme ou la sociologie, par exemple. Et c'est vraiment un moment fondateur et très important de nos études. Caroline, est-ce qu'il faut exceller dans les concours pour être recruté? Exceller dans les concours, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je sais qu'il y a souvent des appels d'offres, qu'il y a souvent des concours, si je me souviens bien, que les élèves sont amenés parfois à y participer, j'imagine pour se faire remarquer, mais c'est une carte maîtresse, j'imagine, pour se faire repérer, pour se faire remarquer, pour se faire embaucher. Alors, effectivement, plusieurs offres sont faites chaque année dans les écoles d'architecture pour les étudiants. Après, il y a des offres aussi de concours pour les jeunes diplômés. Donc, il y a les concours AJAP, par exemple, pour les jeunes diplômés qui se constituent finalement comme un tremplin pour se faire reconnaître en tant qu'architecte et devenir architecte reconnu sur la place. On n'a pas trop les moyens dans les écoles de suivre l'ensemble des concours qui sont offerts aux étudiants. On essaye de leur proposer au maximum. On a tous les ans à peu près entre 5 et 10 étudiants qui sont sélectionnés dans divers concours. Ils sont assez variés. Ça peut être des concours dans des secteurs très spécifiques comme la construction en béton, la construction en acier, la construction en bois, ou alors le paysage, l'urbanisme et autres. Alors ça permet surtout aux étudiants, à mon avis, de se faire un réseau, d'être ensuite, de constituer leur portfolio pour être reconnus auprès des agences. Et effectivement, ça leur permet aussi de travailler de manière collective, puisque souvent ces concours obligent à ce que des équipes soient constituées. Donc c'est aussi pour eux une façon d'apprendre à travailler collectivement, puisque l'architecte travaille de manière collective, il n'est jamais seul. Et donc c'est pour eux une expérience importante. Sur la question des stages, si vous voulez bien que je revienne dessus, effectivement, c'est 3 semaines, 2 fois 3 semaines en licence, 1 fois 2 mois en master. On s'aperçoit que c'est peu et nous souhaiterions dans les écoles pouvoir développer davantage la formation en alternance, notamment au niveau master, puisque les étudiants sont aussi très intéressés par ce dispositif et ça leur permettrait aussi d'insérer de manière plus effective dans le milieu socio-professionnel dès l'entrée en master.
Irina. Oui, Nikhil, on dit souvent qu'après avoir été diplômé, le délai de l'accès à l'emploi est très court. C'est vrai, l'architecte, ça recrute, c'est ça ? À mon époque, en tout cas, ça recrutait. Après, moi, j'étais à Paris, donc ça allait assez vite. À la fois, il y avait beaucoup de demandes et il y avait aussi beaucoup d'offres. Et c'était relativement facile de trouver un emploi. Après, ça varie selon les moments et selon le contexte économique. Solène, quand est-ce que l'on décide pendant son cursus de se spécialiser et quelles sont les différentes spécialités qui s'offrent à vous ? Alors pendant la licence, c'est un bloc commun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il n'y a pas de spécificité, on suit tous le même cursus. Après, les choix se diversifient en master ou également selon les écoles, on a des filières différentes avec des cours proposés différents. Certaines écoles proposent de la scénographie. C'est plutôt à partir du master qu'on se spécialise et ensuite, après en post-master, on peut toujours continuer ses études, soit en restant dans une ATA, soit en allant dans une autre école pour se spécialiser. Vous avez une petite idée de ce que vous souhaitez faire ? Probablement en urbanisme. Probablement en urbanisme. L'info en plus. C'est l'urbanisme ou pas ? On verra. Je laisse un peu de suspense. L'info en plus avec Irina. Suspense. Info en plus, Irina, direction le Nord-Isère, où plusieurs architectes apprennent la technique du pisé. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. 22 architectes d'une dizaine de nationalités différentes rénovent l'ancienne école des filles du Ruy-Monceau. Alors, une partie des murs a été construite en terre, donc en pisé. Il y a une centaine d'années, l'école d'architecture de Grenoble propose d'ailleurs cette spécialisation sur cette technique de pisé très écologique. Alors, pour construire en pisé, il faut le faire techniquement au printemps, lorsque la terre est suffisamment humide. Et cette technique est une alternative au béton et n'a pas besoin d'énormes machines. Elle se travaille à la main et peut venir du terrain où l'on construit. Caroline de Courtois, est-ce qu'on fait assez appel aux architectes en France ? On aimerait qu'on fasse appel plus encore aux architectes en France, bien sûr. Le sentiment que dans d'autres pays, c'est un réflexe naturel et qu'en France, on se dit oh, ça ne m'arrange pas, c'est un billet, c'est cher, ou alors je le prends que quand c'est obligatoire. C'est vrai que la loi de 77 avait mis en place un seuil minimum ou maximum à partir duquel on est obligé de faire appel à un architecte, ce qui fait que la culture en fait architecturale de la société française n'est pas tout à fait la même que dans d'autres pays. On espère pouvoir remédier à cela en développant l'éducation artistique et culturelle en y intégrant l'architecture, donc pour que les citoyens puissent prendre conscience en fait de l'importance de la qualité architecturale dans notre société et dans le bien-être des citoyens. Voilà, bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à nous comparer avec d'autres pays où on a un taux d'architectes moins important et puis un recours aux architectes moins important, mais ça vient aussi de la façon de promouvoir l'architecture. Aujourd'hui, nous avons besoin de revenir aussi sur ce sujet pour que la place de l'architecte soit davantage reconnue comme étant un élément complémentaire à la qualité de vie des gens. Quelles sont les évolutions du métier ? On imagine que l'architecte vit avec son temps. Est-ce que les évolutions, effectivement, et Caroline en parlait, je pense, en début d'émission, entre la transition énergétique, effectivement, et toutes ces phases que l'on connaît, est-ce que le métier est amené, et la transition numérique, bien sûr, est-ce que le métier est amené à évoluer ? Est-ce qu'il évolue en ce moment ? Ouais, le métier, il évolue beaucoup en ce moment, et je pense qu'il est amené encore à évoluer de façon qu'on ne peut pas forcément percevoir encore actuellement. Ouais. En tout cas, la question, évidemment, de la transition écologique, la question de la réutilisation des matériaux, la question des choses réversibles, ça veut dire construire mais pouvoir déconstruire plus tard, de l'occupation des sols, de construire sur l'existant, de rénover l'existant. On a des millions de logements vacants en France, de bâtiments vacants, l'un des plus hauts taux en Europe. Ça pose une vraie question sur comment on utilise notre bâti. Est-ce qu'on doit être l'objectif est produire 500 000 nouveaux logements chaque année? Est-ce que c'est un objectif qui est raisonnable d'un point de vue écologique, qui a du sens, alors qu'à côté de ça, on a des millions de logements vacants? Je pense que c'est un métier qui est encore amené à évoluer. Et il faut que les architectes continuent de se former. C'est une obligation ordinale, l'obligation de formation. Et ça, c'est une chose très importante, notamment se former sur les nouvelles techniques de construction, sur l'attention au sol, toutes ces choses qui, évidemment, sont là depuis des années, mais qui ont un coup de lumière un peu plus récent. Solène, est-ce que vous voyez des tendances se dessiner? Vous qui êtes en troisième année, il serait bientôt architecte, on espère.
on voit clairement qu'on va dire ma génération et tous les gens mobilisés en ce moment, c'est aussi une de nos revendications, c'est la volonté d'être formés aux enjeux actuels, que ce soit la transition écologique, la transition numérique, la question de l'existant et la question sociale. On voit que l'enseignement a quand même évolué. On voit par rapport à nos cours d'histoire, on parle de c'était quoi les études d'architecture avant. On voit qu'on a quand même pris en compte de nouveaux domaines, ce qui est assez important. Et nous, on milite pour encore plus de prise en compte de ces nouveaux enjeux dès la formation initiale, dès la licence. Caroline, on peut intégrer effectivement cette transition numérique, écologique, justement, dans les apprentissages aujourd'hui, dans vos écoles ? Oui, tout à fait, on l'a déjà fait, peut-être pas encore suffisamment. Et puis, c'est vrai que les techniques évoluent très rapidement, donc il faut qu'on se mette à jour régulièrement. Donc, les programmes pédagogiques sont révisés tous les 4-5 ans. Et donc, on a déjà intégré les éléments de transition numérique, transition écologique, intervention dans l'existant. On est en train de faire aussi un bilan sur ce qui a été fait dans les différentes ENSA par rapport à ces sujets-là, de manière à pouvoir établir des référentiels de compétences qui pourront nous permettre de faire évoluer et la formation initiale et puis de déployer de la formation continue, parce qu'il faut aussi penser effectivement à nos architectes qui sont diplômés, qui n'ont pas bénéficié de ces formations et qui ont besoin aujourd'hui de remettre à jour leurs compétences pour pouvoir être plus efficaces sur le marché aujourd'hui, puisque le marché, comme on le disait tout à l'heure, demande de plus en plus d'architectes de la rénovation, de la réhabilitation, de manière à pouvoir entrer dans cette transition écologique et d'être actif en tant qu'architecte dans cette transition écologique pour faire évoluer nos bâtiments de manière à ce qu'on puisse entrer dans cette ère de l'économie énergétique. Pour repenser l'école, nous c'est notre thème au quotidien bien évidemment, mais sur le plan aussi architectural, est-ce que les architectes ont un rôle à jouer ? On va commencer avec toi, Nikhil. Ont un rôle à jouer pour repenser l'école ? Oui, pour repenser l'école et peut-être les espaces dont tu parlais. À l'école. Okay. Est-ce qu'il faut repenser l'école, justement, on parlait de transition écologique notamment, qui est peut-être plus d'espace vert, je ne sais pas, ce qu'il faut repenser les classes et tout pour que, effectivement, les apprentissages soient optimisés. Est-ce que l'architecte a lui aussi son mot à dire au final ? Oui, alors je pense en tout cas que ces évolutions dans le monde professionnel, dans le monde réel, en dehors de l'école, il faut absolument qu'elles soient perméables avec le monde de l'école. Il faut que pour ça, l'école puisse évoluer. Il y a un vrai enjeu en ce moment, par exemple, où on est en train de renégocier avec le syndicat de l'architecture duquel je fais partie, les RNCP, avec tous les... Donc les RNCP, c'est les... Zut, les RNCP, c'est quoi les... Caroline ? Le répertoire national des certifications professionnelles. Allez, on l'a ! RNCP. 10 000 points. Et sur ça, en tout cas, il y a un vrai enjeu de savoir ce qu'on y met, y met d'actuel pour essayer de faire à nouveau évoluer les études. Ça doit être génial, je me mets à votre place, j'imagine l'éducation nationale qui vient vous voir, Caroline, qui vous dit, bon écoutez, là il y a urgence, il faut absolument repenser l'école sur le plan architectural. Nous, on fait partie du ministère de la Culture, on ne fait pas partie de l'Éducation nationale, et les architectes sont partie prenante directe dans les formations de nos futurs architectes, puisque les enseignants de projets d'architecture sont généralement des architectes en situation de profession, donc ils sont là, ils sont bien présents au sein de la formation, et pour repenser les espaces de nos écoles, là pour le coup c'est un autre sujet, effectivement on s'adapte aussi au fur et à mesure de l'évolution de la formation. La transition numérique nous oblige aussi à penser à des nouveaux équipements de nos salles, à une nouvelle manière d'enseigner les outils numériques pour l'architecture. Et donc, ça demande des dispositifs spécifiques. On fait appel souvent à des maîtres d'œuvre, bien sûr, pour mettre en place des nouveaux dispositifs. On rénove aussi nos salles régulièrement comme on le peut, en fonction de nos moyens, de manière à ce que nos espaces soient les plus adaptés possibles à la formation. Mais bien sûr, ça demande encore des moyens qu'on n'a pas forcément toujours chaque année. Les sous, les moyens. C'est le nerf de la guerre, on le sait bien. Donc la volonté politique. Merci infiniment à tous les trois. Merci d'avoir partagé vos expériences. Merci de nous avoir donné de votre temps. Merci à vous, Solène Leray, étudiante en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Caroline Lecourtois, qui est donc la directrice générale de cette école, et Nikhil Kallas, qui est architecte associé de l'agence d'architecture Fer, menuisier et enseignant de projet architectural à Paris, dans le 20e. Irina ? Merci à vous. Demain ? Oui, demain, même heure. Sans faute. Excellente journée en notre compagnie.